Naufrage de lac Kivu, 10 corps des victimes ont été enterrés ce jeudi 10 octobre. La cérémonie d'inhumation a eu lieu au cimetière de Mekao à Goma. Et puis clôture de la session de formation des cartographes, points focaux et coordonnateurs à la Commission électorale nationale indépendante. C'était en perspective des élections législatives et provinciales prévues à Masimanimba et à Yakoma. Et en santé, sensibilisation de la population à l'épidémie d'Mpox, quelques patients ont témoigné de leur vécu pénible de cette maladie. « 19h30, c'est l'heure de votre grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Cérémonie d'inhumation des 10 corps victimes du naufrage survenu le 3 octobre sur le lac Kivu. La cérémonie s'est déroulée à Goma au cimetière de Macao. Suivez. Succombés dans les profondeurs du lac, c'est sous une petite pluie que ces victimes ont été enterrées. La société civile venue pleurer avec les familles de victimes a dénoncé la maladresse et l'absence de l'autorité de l'État. On pensait que l'État devrait quand même très bien régler ce secteur, que tous ces gens-là, tous nos compatriotes qui voyagent sur le lac Kivu sont protégés, que l'État est en train de surveiller, qu'il y a les services de l'État, qu'il y a la DGM, qu'il y a d'autres services qui se battent pour protéger les citoyens. Mais cette épreuve que nous sommes en train d'observer aujourd'hui est une preuve éloquente qu'il y a vraiment absence de l'autorité de l'État et que tous les services qui sont censés réguler ce secteur, ils sont absents. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le bateau. Et vous-même, vous savez, jusqu'aujourd'hui, hier, j'essaie un peu de passer même au port pour essayer un peu de vérifier. Je vois encore qu'il y a encore des gens qui se mettent toujours debout dans le bateau. Et moi, je me dis, est-ce qu'on attend encore que nous ayons de tels cas? Ça veut dire que c'est vrai qu'ils nous disent, les autorités, qu'il y a déjà des mesures. Mais moi, je me dis, c'est comme s'il n'y a pas de mesures qui sont en train d'être pratiquées directement. Le député national élu du Sud Kivu, membre de la délégation de l'Assemblée nationale, a rassuré que de mesures sont en train d'être prises pour éviter ce genre de dégâts. Des dispositions sont en train d'être prises, mais il faut tout simplement respecter la réglementation et les normes en matière de navigation. C'est qu'on doit avoir un sérieux suivi des services commis aux frontières et particulièrement sur les voies de navigation. Ils doivent contrôler sérieusement les engins, se rassurer que toute embarcation est sécurisée avant de prendre la navigation parce que les vies humaines ne sont pas à prendre à la légère, la vie est sacrée. Notez, pour ceux du Sud Kivu, la cellule de communication du gouverneur annonce que l'enterrement interviendra le samedi 12 octobre 2024 à Minova, dans le territoire de Calais. Retournons à Kinshasa pour parler sécurité. L'inspection générale de la police nationale congolaise a réceptionné 4 jeeps ce jeudi 10 octobre 2024 à l'immeuble de la territoriale. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, qui a remis les clés de ces engins roulants de marque Toyota type Land Cruiser à l'inspecteur général de la police, le général Mouchid Yav Passion. Suivez. Ces véhicules vont faciliter la mobilité des inspecteurs pour travailler avec professionnalisme. Bien avant cette remise, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a salué la détermination et la volonté du patron de la sécurité et de la territoriale de redynamiser ce service de sécurité et d'enquête pendant sa gestion. Patience Mouchidiav a sollicité en outre l'accompagnement du vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, dans la redynamisation de l'administration de l'inspection générale de la police. Le VPM de l'Intérieur a à son tour salué la matérialisation de ce projet qui est à sa première phase. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de le vœu, le souhait et l'ambition de voir notre police mieux équipés. Nous avons un échantillon avec nous. Nous en aurons encore plus demain, mais ces équipements doivent être utilisés à bon escient. Ils doivent être entretenus.
ils ne doivent pas faire l'objet de négligence. Et tout cela se fait à travers non seulement d'abord la responsabilité, après le contrôle, et lorsqu'il y a des bavures, la sanction. Moi, je voudrais qu'au niveau de l'inspection générale de la police, la sanction soit non seulement de rigueur, mais que vous ne preniez pas du temps à vous auto-sanctionner. Ce n'est que comme cela qu'on arrivera à atteindre les objectifs qui sont les nôtres. J'encourage l'inspecteur général de la police nationale pour l'initiative qu'il a prise et non seulement le fait qu'il ait réussi à amener à bon port ce projet qui va dans le sens de nos souhaits de voir notre police nationale être équipée de manière à lui permettre à bien rendre ses obligations. Cette dotation qui intervient 12 ans après traduit la détermination du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur d'équiper la police pour un travail de terrain avec des résultats palpables. On va parler justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a visité le mercredi 9 octobre 2024 le camp de détention de Boulouo situé à Likasi dans les Hauts-Katanga. Maître Constant Moutamba a expliqué aux pensionnaires de ce camp de détention les conditions requises pour être éligible à la libération conditionnelle. Regardez. Poursuivant sa mission dans la province du Haut-Katanga, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a visité le camp de détention de Boulouo. D'abord, Maître Constant Moutamba a eu droit à des honneurs militaires. Messieurs les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail au camp de détention Boulouo. Étant accompagné de plusieurs autorités administratives de la province ainsi que certaines autorités militaires, le patron de la justice congolaise, arrivé dans l'enceinte de cet établissement pénitentiaire, a eu droit à un accueil chaleureux par le pensionnaire de ce camp de détention, scandant des chansons de réjouissance dans le but de célébrer le travail qu'abat se voyant membre du gouvernement souminois. Au ministre d'État Constant Moutamba de leur expliquer la condition pour être éligible à la libération conditionnelle. Si vous étiez condamné à 8 ans et que vous avez purgé 7 ans, le ministre de la Justice a la possibilité d'accorder à un prisonnier la libération conditionnelle. Il y a des conditions requises pour bénéficier de la libération conditionnelle et le ministre de la Justice a la possibilité d'accorder à un prisonnier cette libération conditionnelle. Aux prisonniers d'exprimer leur satisfaction. Nous sommes contents de l'arrivée de notre papa, le ministre de la Justice. Nous sommes sûrs que quelle que soit la peine de mort ou encore perpétuité, notre prison est terminée aujourd'hui. Il faut dire que plusieurs personnes condamnées à de lourdes peines ont recouvré leur liberté. On va rester en justice. Le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a exprimé le mécontentement du gouvernement congolais face à la lenteur orchestrée dans le chef de la Cour pénale internationale sur les crimes commis dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la réunion qu'il a eue le mercredi 9 octobre 2024 à la Cour pénale internationale avec le procureur adjoint de cette juridiction et les membres du bureau. Suivez. Au cours de cette réunion avec le procureur adjoint de la Cour pénale internationale ainsi que les membres du bureau de la Cour à La Haye en Hollande, le vice-ministre de la Justice et contentieuse internationale de la RDC, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a fait part du mécontentement du peuple congolais en rapport avec l'insécurité dans la partie est de la RDC. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI
ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis, le bureau du procureur en a pris acte. Pour Maître Samuel Mbemba, le peuple congolais ne comprend rien alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, alors que la RDC a transmis 2 renvois des situations à la Cour et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réaction. Et dirigeons-nous dans la province du Kasaï oriental où le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a bouclé sa tournée. Daniel Mukoko Samba a promis que d'ici juin 2025, des projets des infrastructures routières et ceux du secteur agricole seront concrétisés. On en parle avec Emeline Kambidio. Bouclant son séjour dans le Kasaï oriental, le VPM de l'économie nationale s'est focalisé sur plusieurs secteurs, en particulier les infrastructures et l'agriculture. Quittant Bujimaï pour Kananga, Daniel Mukoko Samba a évalué les initiatives en cours et identifié les priorités afin de relever l'économie de la province. Je pense que tout ce que j'ai voulu voir, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai une meilleure idée des programmes prioritaires pour relancer l'économie de la province du Kasaï oriental. Et comme je l'ai dit à monsieur le vice-gouverneur qui, au nom de monsieur le gouverneur, vient me dire au revoir, nous allons nous retrouver très bientôt. D'ici fin 2025, le blason de la province du Kasaï oriental sera redoré. Mais je pense que si tous les projets qui sont envisagés dans cette province sont exécutés avec le bon rythme, fin 2025, on devrait voir un nouveau visage de la province du Kasaï oriental, dans les infrastructures routières et dans ce que nous allons aussi faire dans le secteur agricole et dans le secteur de la transformation agricole. Accompagné à l'aéroport par le vice-gouverneur Augustin Kayemba, le patron de l'économie nationale s'est envolé pour le Kasaï central dans les buts de palper du doigt les réalités économiques de l'autre côté. À Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a effectué une visite d'inspection à Lutendele pour se rendre compte du déroulement des travaux de construction des rocades à Kinshasa. Alexis et Guy Saro étaient accompagnés de ses collègues Maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État à l'aménagement du territoire, et Crispin Mbadou, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Suivez. C'est à Lutendele, dans la partie sud-ouest, que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a débuté sa tournée pour inspecter l'avancement des travaux de construction de rocades de Kinshasa, lever les obstacles potentiels au projet et planifier une occupation harmonieuse des abords de cette route à importance capitale était donc l'objectif de cette visite. Alexis Guissaro, Guy Luando et Crispin Mbadou ont constaté une avancée significative après des explications fournies par les techniciens qui exécutent ces travaux. Les travaux d'assainissement au PK9 sont achevés, il ne reste que les travaux de la plateforme. Au PK12, le réchauffement de couches de base et la fondation sont également pris en compte. Et près de 5 km vers la cité Millennium sont prêts à recevoir la couche de roulement. Nous voulons nous assurer que le projet de rocade est exécuté
exécutés conformément aux attentes. La présence de toutes ces parties prenantes est liée à l'assurance qu'on veut avoir sur la qualité des travaux exécutés. Le projet de rocade est suivi personnellement par le chef de l'État qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au Conseil des ministres tous les trimestres. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e visite, a déclaré le ministre des ITP, Alexis Guissaro. Pour éviter l'envahissement des emprises et espaces par la population, un plan d'aménagement urbain sera élaboré, une précision de Crispin Badou, le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Pour sa part, Guy Luando a recommandé des planifications pour les occupations des espaces se trouvant le long de rocades. Notez qu'une fois ces rocades deviennent praticables, les axes principaux de Kinshasa seront désengorgés et la circulation sera fluide. Et parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique a procédé le mercredi 9 octobre 2024 à la remise officielle d'un centre des simulations et des dons des médicaments, d'équipements biomédicaux dans le cadre de la riposte à la variole du singe. C'était au centre hospitalier universitaire Renaissance. On en parle avec Emeline Kambidio. Hormis le Mpox, ces dons visent à renforcer également la réponse aux épidémies telles les méningites et le choléra. À la liste s'ajoute la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Ce centre va permettre une bonne simulation afin d'obtenir une bonne prise en charge de ces maladies. Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé et de la Protection sociale, le Dr Kamba a eu le privilège de visiter aujourd'hui le centre universitaire Renaissance et il a à la même occasion accueilli le matériel que nous avons obtenu de la part de notre partenaire l'UNICEF, en l'occurrence du matériel de simulation aussi bien pour le secteur de la maternité que de manière générale les secteurs d'urgence. Et il a également reçu du matériel médical dans le cadre de la lutte contre le Mpox. Et notre partenaire l'UNICEF a été le donateur principal de ce matériel. Notez qu'un centre de simulation est une structure innovante d'enseignement et de recherche construit dans le but d'améliorer la qualité de soins. Animé par des professionnels enseignants, le centre de simulation, c'est mon sigle, est équipé des mannequins simulateurs des patients et de matériel de haute technologie afin de permettre l'apprentissage pratique. Et toujours en santé, l'Mpox existe et est transmissible. Quelques patients ont témoigné de leur vécu pénible et ont profité de l'occasion pour sensibiliser la population à se faire vacciner afin de se protéger. Suivez. On a prescrit les médicaments chez les dermatologues. Il m'a donné... Et les dermatologues? Oui. Et le dermatologue m'a dit, va prendre ça pendant 2 semaines à la maison, tu vas te rétablir. Et le médecin va commencer à venir te voir pendant 2 jours après. Et quand j'ai vu que tout ça continue, j'ai appelé le médecin de l'UNRB. J'ai dit, non, madame Numbi, moi vraiment ça ne va pas à la maison comme ça, j'ai pu me dire. Non, sois patient, ça va se passer. Sois patient. Okay. Et aujourd'hui, hier, dans la famille, on dit que non, on ne peut pas me laisser comme ça, il faut que j'aille. On a cherché là où il y avait la prise en charge, on a trouvé ici. C'est pourquoi on est venu aujourd'hui. En tout cas, bandaki nga na mboma moko ya mukie na liboko na sibio vraiment mapasi moko ya makasi. Le début a été marqué par une apparition d'un petit bouton au bras. J'ai fait face à des douleurs atroces. On a cru que c'était de la varicelle, alors on m'a appliqué des feuilles de manioc et j'avais des fièvres et l'angine. Nous sommes venus à l'hôpital où nous sommes pris en charge. On nous donne des produits et des tubes à appliquer. Maintenant, je suis guérie. J'ai entendu parler du vaccin. Je me ferai vacciner et faites-le aussi. C'est une très mauvaise maladie et elle est contagieuse. Parce que vous tombez dans la maladie haute. Elle est très mabe, elle est vraiment contagieuse. Et tout à fait autre chose, célébration ce jour de la journée internationale de la santé mentale, initiée en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée vise à sensibiliser la population mondiale sur le problème lié à la santé mentale, notamment la stigmatisation. Mais comment préserver sa santé mentale? Quels sont les facteurs nuisibles? Kaninda donne des explications au micro de Béni Bola.
Sa perturbation impliquant plusieurs facteurs, il est impossible que sa préservation soit la responsabilité de l'individu lui seul. Nera Kaninda, psychologue social, explique. Cela implique non pas des efforts individuels parce qu'un être humain, une personne en tant qu'individu ne sera pas en mesure de pouvoir promouvoir soi-même sa santé mentale dans la mesure où sa santé mentale implique l'aspect éducatif qui implique la famille, les parents, l'église et l'État. Il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect socio-économique et ce qui implique à ce que l'État puisse assurer les droits économiques, socio-culturels qui favoriseraient à ce qu'une personne se retrouve dans une situation qui favorise sa bonne santé mentale. En ce qui concerne les Congolais, plusieurs vivent dans des problèmes qui nuisent à la santé mentale. La population congolaise a des difficultés d'avoir une bonne santé mentale dans la mesure où la situation socio-économique est tellement précaire. L'accentuation des problèmes par exemple des transports, des problèmes d'emploi, des problèmes de chômage, des problèmes de scolarité, des problèmes d'hygiène, d'entretien d'environnement, des problèmes de bonne politique et même des problèmes de gouvernance. Le gouvernement devra se pencher nécessairement sur cette question en organisant des actions publiques en vue de remédier à cette situation. Et ce qui nous renvoie à pouvoir exhorter le gouvernement de la République à pouvoir mettre en œuvre des actions publiques qui favoriseraient la réalisation des droits économiques, socio-culturels, ce qui permettrait à ce que chaque Congolais qui arrive à atteindre un bon niveau de vie suffisant pourrait être en mesure de vivre son bien-être mental. Et nous recommandons à la population congolaise de pouvoir développer la résilience parce que c'est le seul mode efficace à pouvoir faire face à la difficulté de pouvoir vivre un état de bien-être mental. Notez, à en croire les chiffres de l'OMS, les personnes âgées dépressives seraient exposées à un risque excédentaire de cancer de 88% et les hommes dépressifs à un risque de cardiopathie accrue de 70%. Et en éducation, les enseignants de Sud Kivu refusent de reprendre le cours. À l'occasion de leur assemblée générale tenue à Bukavu, ces professionnels de la Craie Blanche ont condamné avec la plus grande fermeté les menaces contre les syndicalistes. Ces derniers ont annoncé l'organisation des manifestations de grande envergure. Suivez. Sachet sur la tête, chant dans la bouche, les enseignants du Sud Kivu ne veulent s'aligner sous aucune proposition des autorités tant que leurs revendications ne trouveront pas gain de cause. 500 $ ou rien, ont-ils écrit. Tous les enseignants des écoles primaires conviennent à observer la grève sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. 2. Au lieu de trouver des solutions aux revendications des enseignants, les autorités de l'éducation et nouvelle citoyenneté ont opté pour les menaces et intimidations à l'égard non seulement des enseignants, des gestionnaires, mais aussi et surtout à l'égard de certains syndicats, syndicalistes plutôt, principalement les camarades Jacques Chilimani. Ils ont au cours de l'Assemblée générale clarifié leur motivation. 1. La redéfinition d'une nouvelle politique salariale par l'Assemblée nationale. 2. La suppression des zones salariales en mettant tous les enseignants au même niveau que Kinshasa. 3. Le terme école de prestige doit être supprimé, puisque l'enseignant de l'école de prestige a 260 000 francs congolais de primes de gratuité, pendant que l'enseignant d'une autre école, ne savons pas comment la qualifier, n'a que 60 000 francs congolais. La paix des nouvelles unités est NP, donc NI et NP. Alors que les gestionnaires des écoles primaires et humanitaires ont annoncé la reprise de cours pour ce lundi 14 octobre, les enseignants, eux, ont choisi la même date pour lancer des manifestations de grande envergure dans toutes les sous-divisions de la province.
Et ce reportage est signé Emeline Cambidio et on va parler politique à présent. Clôture de la formation des coordonnateurs, cartographes et points focaux à la Commission électorale nationale indépendante en perspective des élections législatives et provinciales qui auront lieu dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et de Yakoma. C'était ce jeudi 10 octobre 2024 au siège de la centrale électorale. Regardez. Cette formation concerne 25 participants, dont les coordonnateurs des opérations, le point focaux opérationnel, les cartographes et les facilitateurs. L'objectif visé est de doter les participants des connaissances théoriques et pratiques sur le terme de référence sur la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans le nord Ubangi. Le directeur de recrutement et de la formation Jean-Pierre Makakabo donne ici quelques détails de la session. Le calendrier tel que publié est déjà en action. Le management a désigné les points focaux, on a désigné les cartographes maison, parce que cette fois-ci particulièrement, ce sont les cadres et agents du siège qui seront déployés sur le terrain comme des formateurs territoriaux. Nous préférons les appeler des formateurs électoraux. Ils iront sur le terrain pour concrétiser la tâche. Donc aujourd'hui, nous avons commencé les briefings, la formation, la mise à niveau pour rappeler les objectifs que chacun comprenne ces termes de référence. Celui qui fera office de chef d'antenne, celui qui fera office de logisticien, celui qui fera office de l'informaticien, le cartographe qui se déploie de proximité pour faire une révisitation, une mise à jour de la cartographie, compte tenu du fait que depuis décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, on peut avoir eu des perturbations, des changements. Il faut sur le terrain pour fixer les esprits et se rendre compte que les sites sont viables et peuvent accueillir très bientôt les scrutins qu'on va organiser le 15 décembre. Il faut dire que la Commission électorale nationale indépendante s'active à réussir de manière exemplaire l'organisation de ces scrutins prévus le 15 décembre 2024. Et en sport, la RDC consolide sa première place au classement du groupe H après sa victoire d'1-0 cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte face à la Tanzanie. L'unique but de la partie est un contre son camp de Chris Mzizé à la 53e minute. Avec 9 points, les hommes de Sébastien des Sabres sont à 3 points d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2020. Naufrage du lac Kivu, 10 corps des victimes ont été enterrés ce jeudi 10 octobre. La cérémonie d'inhumation a eu lieu au cimetière de Mekao à Goma. Et puis clôture de la session de formation des cartographes, points focaux et coordonnateurs à la Commission électorale nationale indépendante. C'était en perspective des élections législatives et provinciales prévues à Masimanimba et à Yakoma. Et en santé, sensibilisation de la population à l'épidémie d'Mpox, quelques patients ont témoigné de leur vécu pénible de cette maladie.